va poursuivre maintenant avec deux présentations de deux conférenciers, évidemment, que vous connaissez. On va reprendre avec le professeur Marc Couriacon, qui est professeur de psychiatrie et addictologie à Bordeaux. Évidemment, je ne le présente pas, mais on ne sait jamais. Mieux vaut le faire que de l'oublier. Marc qui va nous parler du craving, qu'en faire et pourquoi le craving est si important. Il va ensuite passer la parole au professeur Ikro Maremani, que vous connaissez également, que évidemment Jean-Pierre hier a présenté avec ses multiples casquettes, qui est un ami de la France, un ami du colloque, et qui a également le plaisir de nous accueillir très souvent en Italie. Mille merci, Ikro, d'être fidèle à la France et à nous, qui lui va nous parler du spectre de stress post-traumatique à l'usage d'héroïne. Donc Marc, je te donne la parole. Vous gérez avec Ikro et comme on l'a fait tout à l'heure, c'est quand même plus facile. Les questions viendront. Merci Marc. Merci Amine, merci à ATHS de cette opportunité. Et puis merci à tous d'être là. Donc dans cette session, je vais échanger avec vous sur la question du craving. Finalement, pourquoi est-ce si important et est-ce qu'on ne doit pas aller au-delà de ce que l'on fait actuellement? Donc, je travaille à l'Université de Bordeaux, où je dirige un laboratoire de recherche dont le craving est un des thèmes principaux, et également dans le cadre du pôle interétablissement d'addictologie qui regroupe l'ensemble des services d'addictologie des différents établissements de la métropole bordelaise et à terme d'ailleurs du groupe hospitalier du département de la Gironde. Voilà. Pour avancer. Oui, voilà. Alors, dans une démarche de recherche, la base, c'est écouter, c'est-à-dire observer, collecter de l'information, entendre au sens de comprendre, interpréter, et puis finalement proposer des nouvelles théories, des nouvelles explications pour comprendre le monde autour de nous et l'addiction pour ce qui nous concerne. Traditionnellement, cette démarche, elle se fait avec un crayon, hein, on prend des notes. Et puis, à partir des notes, on les interprète, on les traite, hein, on traite les données. Il y a une révolution qui est en cours, hein, qu'on a sous nos yeux, qui est la révolution, la digitalisation et la e-santé, où on a la possibilité d'écouter, d'entendre et de proposer avec des outils numériques qui nous permettent d'accéder à des informations de la vie quotidienne en situation naturelle. Et donc ça permet d'avancer de façon très importante, notamment pour les phénomènes expérientiels. Et on va le voir que pour l'addictologie, c'est un enjeu important. Mais ces outils numériques, ils ont aussi un autre aspect qui est déjà là, c'est d'augmenter l'autonomie des personnes concernées elles-mêmes. Et à terme, on peut imaginer que la personne, grâce à ces éléments, puisse s'écouter, mieux s'entendre et du coup, mieux se proposer elle-même des interventions adaptées. En effet, dans les maladies chroniques en général, l'enjeu pour la personne, expérientiellement, c'est de passer d'une maladie envahissante à une prise en charge efficace, mais envahissante dans la quotidienneté. Alors, pour clarifier, l'objectif, c'est de distinguer, préciser et personnaliser, distinguer l'addiction des autres comportements d'usage, préciser dans l'addiction le moteur du comportement et donc, si possible, pouvoir personnaliser pour agir directement sur le moteur. Alors, distinguer dans notre champ, donc je rappelle, on l'a tous, mais parfois on oublie de bien faire cette distinction et c'était en filigrane d'ailleurs dans le débat hier sur la e-cigarette. Il y a la perspective toxicologique. Il s'avère qu'effectivement, tous les objets d'addiction sont aussi des objets toxiques. Et ça a des conséquences et ça nécessite un management particulier. Il y a l'aspect autothérapeutique, gestion des émotions et des troubles psychiatriques éventuels. Et il s'avère que l'ensemble des objets d'addiction ont
cette capacité, dans certaines situations, d'apporter du soulagement, qu'on appelle le renforcement négatif. Et puis, la troisième perspective, plus récente, qui date d'une quinzaine, vingtaine d'années, qui, même si elle était déjà évoquée il y a très longtemps, c'est l'aspect addictologique au sens réduit, qui est la dérégulation d'un système de gratification, d'un système de plaisir. Et donc, c'est la gestion du renforcement positif. Classiquement, on a eu tendance à mélanger plaisir et soulagement, et pourtant, dans la vie quotidienne, chacun perçoit bien que avoir du plaisir n'est pas juste se soulager, et que si on a un conjoint qui propose de vous taper dessus pour mieux jouir, il y a des alternatives. Alors préciser dans l'addiction le moteur. On a, si on regarde les critères diagnostiques du DSM-5, on a deux limites. C'est qu'actuellement, pour s'assurer de la chronicité, en fait, c'est une constatation a posteriori. Parce qu'on constate un certain nombre de critères sur une période de 12 mois, alors généralement rétrospectivement, mais quand même, on a besoin de ce recul, on peut dire que le trouble est là d'une façon stable. Ce qui fait qu'on est toujours en retard du diagnostic. Parce que j'ai pu documenter que vous avez ces problèmes depuis 12 mois, je peux vous dire que depuis 12 mois, vous êtes malade et du coup, on va vous traiter maintenant, mais finalement, c'est con parce que si on avait su plus tôt, on aurait pu vous traiter plus tôt. Donc là, il y a une part d'amélioration possible. Et puis, il y a la question de ce critère diagnostique introduit dans la révision du DSM-5, du craving. Voilà. Est-ce que ce critère est un critère parmi d'autres? Dans la catégorisation actuellement, il suffit d'avoir n'importe quel 2 critères parmi l'ensemble des 11 critères sur 12 mois pour avoir l'addiction, pour avoir le trouble de l'usage. Mais est-ce que ce critère n'a pas une situation particulière? Est-ce qu'il est vraiment un critère comme les autres? Alors, il y a eu un certain nombre d'études avant la révision et depuis la révision qui ont examiné la validité, la valeur des différents critères diagnostiques, dont le craving, pour le diagnostic, dans la perspective du diagnostic. Et quand on fait ça, la méthode classique, c'est la méthode de l'IRT, Item Response Theory, la méthode sur les items de réponse, l'analyse en items de réponse, qui est une méthode mathématique relativement complexe, dont je vous passe les détails parce que je ne pourrais pas vous les donner précisément, mais dans le cadre d'une collaboration entre mon laboratoire au travers de Charlotte Kervran et puis l'équipe de Columbia qui est expert dans ce domaine à New York, on a pu réexaminer les critères diagnostiques et mettre en évidence, quand on compare les différents critères entre eux et de façon transversale entre les différentes addictions, que le craving est systématiquement le plus spécifique et le plus discriminant par rapport aux autres critères. Ça, c'est vrai pour les addictions aux substances, mais aussi, et ça, c'est une publication de cette année, grâce à un travail de Sophie Athéna-Chaperon avec Charlotte Kervran, qui a pu mettre en évidence que ça s'appliquait à un potentiel trouble de l'usage de l'alimentation, la food addiction. À côté de ces éléments, donc, qui mettent en évidence que le craving a une place particulière dans les critères diagnostiques, il y a une autre approche qui sont les analyses en réseau, et ça, c'est un travail d'Emmanuel Baillet, qui a été fait il y a un an, et qui, avec Christophe Gold à Lyon, a pu appliquer la théorie des réseaux, c'est-à-dire en considérant chaque critère diagnostique comme une entité indépendante et en regardant comment elle interagit avec les autres critères. Et en distinguant les critères qui sont isolés versus les critères qui sont plus centraux, c'est-à-dire au travers duquel les autres critères interviennent dans le trouble. Et là aussi, en comparant à travers différentes addictions aux substances, ils ont pu mettre en évidence que le craving est l'élément le plus central, le hub par lequel les autres critères semblent passer. Du coup, ça permet de valider ce qui était proposé dans le DSM-5, mais qui maintenant est incontestablement validé, qu'on a des critères plus centraux qui sont le moteur de la perte de contrôle et dont le craving est peut-être central ou central, et puis des critères qui, au contraire, sont des conséquences de la perte de contrôle. Alors, à côté de cette valorisation du craving comme outil qui aide au diagnostic, donc qui aide à catégoriser si quelqu'un a ou pas la maladie, la question se pose depuis longtemps, et beaucoup de thérapeutes le rapportent eux-mêmes, de savoir si le craving, c'est juste
une catégorie, un trait, une caractéristique qu'on a ou qu'on n'a pas, ou est-ce que c'est un état variable? Est-ce que c'est quelque chose qui varie en intensité et en fréquence? Alors pendant longtemps, il y a eu un débat de savoir si, à la fois parmi les cliniciens, les chercheurs, les patients, leurs familles, leur entourage, si le craving est moteur de la rechute ou au contraire si c'est le fait de consommer qui induit du craving. Et pendant longtemps, on a eu du mal à étudier la dynamique du craving parce que c'est essentiellement, c'est fondamentalement un phénomène expérientiel, quelque chose de subjectif. Et une limite, un problème pour l'étude scientifique des phénomènes subjectifs, c'est comment capter le phénomène. Dans l'approche traditionnelle, on va interroger les gens. Voilà, tiens, hier, avant-hier, la semaine dernière, le mois dernier, avez-vous expérimenté du craving? Avez-vous expérimenté de la douleur? Avez-vous expérimenté de l'anxiété? Et du coup, ça nécessite, enfin, ça introduit le biais du phénomène qu'on veut étudier, l'expérience que fait l'individu, mais aussi de sa mécanique de pouvoir se rappeler, ce qui est une autre qualité, et s'il se rappelle, de pouvoir rapporter, avoir les mots pour dire ce que l'on a ressenti, ce qui n'est pas non plus évident. L'autre élément qui est une limitation par rapport à la recherche, c'est que le craving est un phénomène fluctuant, effectivement, et donc c'est très difficile de repérer un phénomène fluctuant, puisqu'il est là, puis on se retourne, il n'est plus là. Et on parle d'un phénomène désagréable, une expérience qui n'est pas agréable. Et donc, de façon naturelle, quand on fait une expérience qui n'est pas agréable, qui est aversive, eh bien, quand le phénomène n'est plus là, on est content et de façon protecteur, on n'y pense plus. Ce qui retarde la capacité d'apprendre de ces expériences que l'on fait. Alors, il y a eu comme parfois, hein, dans un progrès dans la recherche avec un progrès technologique. Et là, je veux mentionner la contribution de Joel Swensen, qui est un psychologue californien, qui, pour des raisons diverses, est venu en France, d'abord a travaillé à Grenoble, si je ne me trompe pas, puis a été recruté à Bordeaux comme professeur, et qui a apporté une méthode qui permet d'étudier dans la vie quotidienne les expériences subjectives, tout simplement en utilisant, donc c'est pas lui qui a inventé la méthode, mais c'est lui qui l'a importée en France, et donc en utilisant un smartphone, l'équivalent d'un smartphone, et de pouvoir interroger dans la quotidienneté les gens sur ce qu'ils expérimentent maintenant. Plutôt que de dire, voilà, est-ce que hier, avant-hier, la semaine dernière, le mois dernier, vous avez eu de la douleur, vous avez eu de l'anxiété, vous avez eu de la dépression? Non, c'est là, actuellement, vous vous sentez comment? Est-ce que vous êtes anxieux, déprimé ou relax? Et autant ça peut être difficile de se souvenir comment précisément j'étais hier et qu'est-ce que j'en ai fait, autant par contre, si on me demande là, maintenant, comment je me sens, ben, c'est facile de le rapporter. Fulchasser, qui a fait sa thèse donc, à l'université de Bordeaux dans mon laboratoire, elle a adapté, dans une collaboration avec Joel Swensen, elle a adapté cette méthode à l'étude du phénomène du craving. Et avec Milena Fatsias, elles ont pu mettre en place une étude, parmi les premières, qui a montré qu'il y avait une association entre le craving et l'usage, dans le sens du craving qui détermine l'usage. Et ça a été vraiment très important. Elles ont pu le montrer pour différentes substances. Depuis, ça a été reproduit par de nombreuses équipes en Europe et en Amérique du Nord pour, quasiment, pour toutes les substances et puis pour un certain nombre d'addictions sans substance. L'élément important à retenir, c'est que c'est un phénomène dynamique. C'est la cinétique du craving. Donc, par exemple, actuellement, si j'ai 5 sur 10, ça n'a pas la même valeur prédictive si j'ai 5 sur 10 alors que ce matin, j'avais 3 sur 10. Donc, en fait, mon craving est montant et ça augmente la probabilité que je fasse usage cet après-midi. Ou si j'ai 5 sur 10 maintenant, mais que ce matin, mon craving était à 8, donc il est descendant. Et au contraire, pour cet après-midi, je suis protégé de l'usage. Et donc, vous voyez comment on va pouvoir anticiper des systèmes thérapeutiques qui vont permettre à l'individu, s'il accède directement à l'information, de pouvoir ajuster sa prise en charge à son besoin du moment et non pas d'avoir une sorte de prise en charge standard, de précaution, un peu comme on faisait autrefois en chirurgie cancérologique, où par précaution, ben, on coupe tout ce qu'on peut couper
Et puis on reste un minimum en disant, bah, dans l'ensemble, si j'ai tout coupé, peut-être j'aurais coupé la cellule, les cellules cancéreuses versus de l'immunohistochimie personnalisée où on peut cibler directement les tumeurs. L'autre élément qu'ils ont mis en évidence, c'est, tout le monde sait le phénomène des cues, hein, c'est rapporté classiquement, l'environnement, le fait de croiser des personnes qui consomment la substance qu'on cherche à contrôler, l'odeur du tabac pour la personne qui a l'addiction au tabac, la vue de l'alcool, de simple publicité pour l'alcool, pour quelqu'un qui cherche à modifier sa consommation de boire, donc provoque du craving et la rechute. Et elles ont pu mettre en évidence avec d'autres auteurs qu'il existait des cues individuelles, donc qui sont propres à l'histoire des individus, qui sont des émotions, qui peuvent être des lieux, qui peuvent être très variés, liés à l'histoire développementale de la personne et de ses usages, et qui, eux, ont une valeur euh, de provocation du craving beaucoup plus puissant que les cues habituelles, qu'on a l'habitude de gérer d'ailleurs en cure, post-cure, en se mettant à distance pour éviter ces cues, mais on a oublié ces cues individuelles que la personne porte avec elle et dont elle n'a pas toujours conscience. Un autre élément qui a été mis en évidence et qui montre l'importance du craving, c'est que le craving, c'est une expérience désagréable et donc en tant que tel, il génère une réponse avec des manifestations anxieuses et dépressives. Et aujourd'hui, on est dans une société où la notion d'expérience anxieuse et dépressive est partagée par tout le monde. Si dans le bus, quelqu'un me dit qu'il est anxieux, je comprends ce qu'il me dit. S'il me dit qu'il est déprimé, je comprends ce qu'il me dit. S'il me dit qu'il a du craving, ben, je me dis de quoi il me parle. Hein, donc, c'est moins évident. Et donc, ça aussi, c'est un challenge pour les pathologies duelles, pour faire la part entre les manifestations induites par un trouble comorbide et qu'il faut prendre en charge, des manifestations en fait conséquentielles d'un craving mal repéré et non pris en charge. Et ça a permis à Fuchsasser et d'autres de développer, de proposer un modèle dit Cues Craving Rechute, usage, dans le cadre de l'addiction. Ce qui est mis en évidence, si on regarde l'ensemble des données, qui a été très bien documenté dans la revue de la littérature de Waffé et Cobert, qui montre que toutes les explications qu'on a données pour expliquer la rechute, en fait, elles semblent être médiées par le phénomène du craving. Alors du coup, ça ouvre une perspective de personnalisation et de modification de la prise en charge thérapeutique. Finalement, plus d'autres préalables que lever le doute diagnostique. Comme on est dans un modèle de quelque chose de durable, il faut être sûr qu'il y ait la durabilité. Mais à partir du moment où on sait qu'il y a la durabilité, ben, c'est l'accès aux soins avec le moins de délai possible. Ce n'est pas la peine de discuter des objectifs, abstinence, réduction de l'usage ou évaluer la motivation. C'est de convenir avec la personne qu'elle ne fait pas comme elle veut. Avoir le consensus là-dessus. Du coup, un objectif clarifié, c'est agir sur le phénomène de la rechute, non pas naïvement en se disant plus de rechute, mais en fait en baissant la fréquence. Et avec un moyen opérationnel qui est d'agir sur une cible explicite qui est le phénomène du craving. Repérer et gérer le craving. Et du coup, dans cette perspective, l'abstinence n'est plus ni nécessaire ni suffisante pour déterminer qu'on a un bon résultat. Puisque si quelqu'un est abstinent mais qu'il a toujours du craving, ça veut dire qu'il va refaire usage soit de la substance d'origine, soit d'une autre. Et tous les cliniciens savent que de passer de l'addiction à l'héroïne à l'addiction à l'alcool, c'est bien vis-à-vis de la légalité et des relations sociales, mais pour ce qui est de la santé à la fois physique et mentale, ce n'est pas un gain. Pareil, passer de l'usage addictif du tabac à un usage addictif de l'alimentation, c'est bien pour le poumon, mais pour la santé en général, y compris la santé mentale ou la longévité, ce n'est pas une bonne chose. Donc, abstinence et réduction d'usage deviennent des conséquences de la prise en charge. Alors, tout ça a l'air très bien, enthousiasmant, mais il existe des limites importantes et des choses qu'on ne sait pas et peut-être contribuent au fait qu'on ne se focalise pas assez sur le craving, on ne prend pas assez en compte son aspect étiologique, hein, puisque quelque chose qui est une valeur prédictive, ça veut dire que c'est quelque chose qui est étiologique par rapport à la prédiction qui est faite. Alors, il y a deux choses qui sont une limite importante, c'est
toutes les études qui mettent en évidence l'intérêt du craving, elles ont été mises en évidence chez des personnes qui ont beaucoup de critères, voilà, qui ont une addiction qui évolue depuis longtemps. Dans ce contexte, le craving a un rôle majeur. Mais la question reste ouverte de savoir, est-ce que le craving, c'est la première manifestation de l'addiction? Et corollaire de cette question, c'est quelle est la valeur du craving quand elle est isolée? Voilà, si c'est la première manifestation, est-ce que quand quelqu'un expérimente du craving pour la première fois, est-ce que c'est le début de la fin ou est-ce que c'est juste un phénomène indépendant? Et puis, il y a une autre question, une des limites du repérage du craving actuellement, puisque c'est quelque chose d'expérientiel, ça nécessite une attention explicite de la personne. Il faut que la personne, elle se concentre à monitorer, à penser à son craving. Et ça la met dans une sorte d'inconfort parce qu'en même temps, l'expérience du craving est désagréable. Donc les gens sont, donc enfin, en pratique, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir soutenir au long cours. Donc c'est la question, est-ce que ça pourrait pas se repérer? Est-ce qu'on pourrait automatiser le repérage? Alors ça, c'est très intéressant et je vais accélérer, mais je vous invite à profiter. Il y a un atelier jeudi qui reprend ces éléments en détail avec les chercheurs qui ont produit ces recherches, notamment le travail d'Emmanuel Baillet, qui a fait une étude dont les premiers résultats viennent de sortir en suivant des personnes consommateurs, mais qui n'étaient pas en traitement pour une addiction et qui ne considéraient pas sur des outils de screening avoir d'addiction. Et elle les a évalués tous les 3 mois pendant 12 mois pour documenter euh, l'émergence du craving et comment d'autres critères s'associent. Et ce qu'elle a mis en évidence, c'est que sur cette période de 12 mois, les individus qui ne rapportent jamais de craving, en fait, ont très peu d'autres critères et très peu de consommation. Et les individus qui rapportent du craving, au contraire, à l'inverse, ont plus d'autres critères et plus de consommation. Et ça, pour l'alcool et le tabac, et les études en cours sont pour les autres addictions. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on trouve, c'est soit les gens n'ont pas de craving, soit s'ils ont du craving, le craving isolé semble relativement éphémère. Très vite, il s'associe à d'autres manifestations. Donc, c'est un argument pour penser que c'est un phénomène premier. Ça serait un phénomène premier. Et puis, l'autre élément, c'est la question de pouvoir soulager l'usager de l'effort permanent à faire pour monitorer son craving avec un système automatisé. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est recherché par beaucoup d'équipes, mais avec difficulté parce que ça pose tout un tas de questions opérationnelles qui sont détaillées dans l'atelier de jeudi. Mais ce que je peux vous dire, en combinant une méthode de recueil expérientiel et de monitoring avec des objets connectés qui font des mesures physiologiques, Emmanuel Baillet et ses collaborateurs a pu mettre en évidence un système qui permet de déterminer qu'un individu expérimente effectivement du craving et du coup, alors on peut intuitivement se dire du coup alerter son thérapeute, mais beaucoup mieux dans une perspective d'empowerment et d'autonomie des personnes, alerter la personne elle-même pour lui permettre, elle, de prendre des actions sans délai. Du coup, en conclusion, la médecine personnalisée et l'addictologie 2030 ou 2035 ou 2040, c'est toujours difficile de faire des perspectives. Donc, vous savez, dans les critères diagnostiques, on a un certain nombre de critères qui mélangent la perte de contrôle elle-même et ses conséquences. Et peut-être qu'il faut qu'on fasse ce dernier pas. Et même si nous sommes tous, par l'approche toxicologique, préoccupés des consommations et de leurs conséquences, peut-être faudrait-il laisser tomber l'usage, qui n'est qu'une conséquence de l'addiction, en s'assurant bien entendu que la personne a une connaissance opérationnelle de l'usage. Et donc, effectivement, si quelqu'un doit consommer par voie fumée, c'est évident qu'il faut mieux vapoter que consommer des combustibles. Si la personne doit consommer par voie intraveineuse, ben, il faut le faire suivant les règles de l'art, etc. Si on doit consommer de l'alcool et conduire, ben, il faut juste savoir qu'il faut boire après avoir conduit et pas l'inverse. Donc, une fois qu'on s'assure que la personne a ses règles, se concentrer, au contraire, se décentrer des usages pour se centrer sur le phénomène du craving. Et ce qui
implique d'un travail avec la personne pour qu'elle puisse être en capacité de repérer et de transmettre cette information. Et c'est là où les outils numériques peuvent être aidants. Et du coup, anticiper des interventions thérapeutiques qui vont pouvoir se faire exactement au moment où c'est adéquat et utile pour la personne elle-même. Je vous remercie. Avant de passer la parole juste à Iko Mani, juste pour citer l'équipe qui travaille avec moi, qui a produit ces résultats, et juste un coup de pub hein, au passage. Les ateliers, hein, n'oubliez pas les ateliers de la THS, c'est vraiment, il y a les plénières, c'est génial, et puis les ateliers, c'est l'avenir, c'est là où on échange, donc l'atelier de jeudi, et puis un atelier, je dirais, route des crêtes, cet après-midi, où on va combiner la perspective médicale et puis la perspective administrative et réglementaire pour comment gérer mieux les dispositifs qui accueillent des personnes avec addiction. Merci, Marc. Merci, Marc. Sans transition, Ikro Marimani sur la partie PTSD. Hello, thank you, Mr. Chairman, Bonjour, merci Monsieur le Président, chers confrères, chers consoeurs. Merci d'être venus à ce symposium qui est dédié à un nouveau point de vue sur le stress post-traumatique. Je vais vous parler d'un type particulier de PTSD, une invention en quelque sorte de mon groupe de recherche qui est utile dans le suivi des patients qui font l'objet d'un traitement par agoniste des vous avez ici mes conflits d'intérêts. Alors pourquoi parler d'un spectre du stress post-traumatique chez les usagers d'héroïne? On sait que l'on doit avoir aujourd'hui un traitement qui est vraiment centré sur le patient aussi dans le traitement de l'addiction. On ne doit pas simplement baser notre jugement clinique sur l'usage ou le non-usage de la substance par le patient, mais l'on doit aussi évaluer d'autres aspects parmi lesquels le stress post-traumatique. Nous allons commencer par les éléments essentiels de l'expérience clinique, à savoir les facteurs de vulnérabilité à l'addiction, la sensibilité au stress, et ensuite je mentionnerai les relations entre PTSD et addiction. Ensuite, dans ma présentation, je montrerai comment on peut évaluer le spectre du PTSD chez les patients souffrant d'addiction. Ensuite, dans une deuxième partie de ma présentation, je vous montrerai l'impact de la sensibilité au stress pendant le traitement. Tout d'abord, les facteurs de vulnérabilité dans le cadre de l'addiction. Vous avez ici un aperçu de la littérature récemment publiée. Qu'est-ce qu'on y lit dans la littérature? C'est que l'exposition répétée à une substance est l'un des éléments qui va mettre en place une addiction. Néanmoins, ces manifestations dépendent de l'interaction avec des facteurs biologiques, environnementaux et psychosociaux. Et plus particulièrement, de quoi veut-on parler dans cette présentation? Eh bien, du rôle d'une réponse au stress qui est dérégulée. Qu'en est-il du rôle du stress dans l'addiction? Ça fait l'objet d'études depuis des décennies et plusieurs théories de l'addiction convergent et reconnaissent le stress comme un facteur central dans la vulnérabilité à l'addiction. Vous avez ici un modèle schématique de la perpétuation du processus d'addiction. D'un côté,
Vous avez le circuit de la récompense qui implique des facteurs environnementaux et des facteurs psychosociaux. Et ceci va créer un stress chronique et une réponse mal adaptée avec une activation cérébrale des circuits de la récompense et des circuits du craving. Dans l Il y a aussi un impact sur la fréquence de l'usage de drogue, sur la régulation, sur l'usage régulier ou chronique de la substance. Par conséquent, le stress est un facteur clé du développement d'une addiction. Maintenant, on peut se demander comment reconnaître cliniquement le stress dans les patients souffrant d'un abus, d'un syndrome autour de l'abus de substances? On va se concentrer sur la capacité à traiter les événements de la vie et la capacité à gérer les réactions émotionnelles. Plusieurs études ont montré l'impact d'un stress répété ou d'un événement trop traumatique dès le jeune âge sur le développement d'un comportement addictif. Il y a des corrélats biologiques de la réponse au stress, plus particulièrement la déréglementation de l'axe adrénalo-pituitaire et on a montré une association proche à l'addiction ainsi que de différents troubles psychiatriques comme le PTSD. Plus particulièrement, notre groupe de recherche, en collaboration avec d'autres confrères et consoeurs, suggère d'utiliser une analyse de l'aire corticale pour mesurer la sensibilité au stress. On a remarqué que l'activation de cet axe se traduit par plus de déréglementation chez les patients qui souffrent d'un trouble dual, mais ça augmente aussi en fonction de la sévérité de l'addiction elle-même, encore une fois chez les patients souffrant de troubles dual. Pour ce qui est des troubles liés au stress, le PTSD joue un rôle central, en particulier quand il y a aussi un abus de substance. Non seulement parce qu'il y a une prévalence accrue de PTSD en cas de comorbidité, mais aussi parce que les 2 troubles coexistent et quand il y a coexistence des 2 troubles, donc le trouble dual et le PTSD, on a un tableau clinique qui est plus sévère et des patients qui vont moins répondre au traitement. Par conséquent, on a besoin d'une évaluation plus complète de la sensibilité au stress dans la pratique clinique et en particulier des caractéristiques cliniques qui suggèrent un PTSD. Beaucoup de recherches a été menée et a permis d'émettre des hypothèses de pathogénétique. On a mis en évidence l'étroit lien entre l'abus de substances et le PTSD. Comme on l'a déjà mentionné, le gros de ce travail porte sur le stress chronique et l'exposition chronique au traumatisme et le lien avec la probabilité que cette exposition chronique se traduise par un abus de substance. Plus spécifiquement, certaines recherches en psychologie ont considéré que le développement d'une addiction aux substances est un comportement d'adaptation après traumatisme ou après stress chronique. Et ceci est cohérent avec l'hypothèse que l'on voit ici, l'hypothèse de l'automédication. D'un autre côté, il y a d'autres théories du stress qui reposeraient sur des modèles neurobiologiques. Et dans ce modèle, on émet l'hypothèse que les événements stressants de la vie vont induire des modifications neurobiologiques qui prédisposent le sujet à la fois au PTSD et à l'abus de substances. Cependant,
Certaines observations ont permis d'émettre encore une autre hypothèse où il y aurait une activation des voies des substances opiacées et il y aurait donc des pathologies de vulnérabilité qui sont partagées à la fois en cas de PTSD et de susceptibilité à l'abus de substances. Vous avez ici les conclusions suite à certaines observations. Les médicaments agonistes des opiacés permettent de retarder l'apparition d'un PTSD après des événements traumatiques pendant une guerre. Et les patients traités avec ces agonistes des opioïdes ont moins de symptômes en relation avec le PTSD. Cela nous permet de faire le lien avec l'idée selon laquelle l'opioïde sert de barrière au développement d'un PTSD. Et donc, que penser? Si ce système est également impliqués dans les stress chroniques? Est-ce qu'il y aurait, finalement un dysfonctionnement de ces différents systèmes? Et est-ce que l'opioïde, va, venir perturber, l'équilibre, neurologique? Par ailleurs, on sait que, un mode de vie où on utilise, des substances, ce mode de vie va aussi prédisposer le sujet à des événements stressants ou potentiellement traumatisants. On sait que les usagers de substances sont plus sensibles au stress et ils sont d'ailleurs plus sensibles au stress plus ils prennent des substances et plus ils ont une longue histoire de prise de substances. Et il semblerait qu'il y ait là encore des éléments qui se superposent dans l'apparition et dans la progression d'un trouble d'abus des substances. On propose maintenant une nouvelle hypothèse. Il se pourrait que ce trouble d'abus des substances soit aussi un facteur indépendant qui augmente la susceptibilité individuelle au PTSD. Alors si c'est vrai, cela voudrait dire que le développement d'une addiction soit, influencé par des événements traumatiques de la vie et par du stress, mais on peut aussi spéculer que, de manière à peu près symétrique, s'il y a un déséquilibre dans les systèmes cérébraux de gestion du stress, ce déséquilibre peut aussi avoir un impact sur la manière dont on gère les événements stressants de la vie. Donc, à long terme, quelles sont les conséquences de ce déséquilibre, de ce double déséquilibre? Il se peut que les addictions aient un impact sur l'apparition et le développement de la réaction aux événements stressants de la vie, et ici, on voit ce que l'on a utilisé pour évaluer le PTSD chez les patients psychiatriques. On évalue les réactions émotionnelles des patients après des événements qui ne mettent pas en danger leur vie. Donc des événements qui ne sont pas fatals ou fataux. Hem on a aussi observé le comportement en fonction d'événements réellement mettant en danger la vie. Et ceci, donc, c'est des facteurs prédictifs du PTSD. Sur les 10 dernières années, l'école d'études des pathologies addictives a exploré les relations entre les troubles d'abus de substances et le PTSD, plus particulièrement chez les usagers d'héroïne. Plus spécifiquement, ce groupe de recherche a avancé l'hypothèse suivante. L'utilisation de substances est peut-être précédée par le développement d'un trouble lié au stress et c'est peut-être cette pathologie en relation au stress qui va rendre les sujets plus susceptibles au développement d'un abus de substance. Et ça, c'est un point de vue, on va dire, classique. La première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a des différences de sensibilité au stress avant et après l'âge auquel a démarré la dépendance? Et donc, si on tient compte de l'âge auquel l'abus de substance a démarré, si l'on tient compte, de la durée
et de la chronicité de l'usage des substances, est-ce que l'on peut mettre en évidence un lien? Donc, quand on voit qu'il y a une augmentation de la sensibilité aux événements stressants de la vie, quand il y a un abus de substance qui précède cette susceptibilité. Et plus cette durée préalable est longue, plus la sensibilité au stress est augmentée. En ce qui concerne encore une fois ces événements stressants, il y a un lien avec l'abus de substances. Et ce qui est très intéressant, c'est cette deuxième découverte. La variabilité de la réponse aux événements de la vie et on voit qu'il y a une variation des réponses émotionnelles à des événements stressants, suivant que c'est avant ou après le début de la dépendance. On voit qu'il y a une réduction de la capacité à gérer la réponse émotionnelle aux événements de la vie et ceci va changer en fonction de la durée et de la chronicité de l'addiction. Encore plus intéressant, l'observation suivante. Cette réaction post-traumatique est directement proportionnelle à la sévérité de l'addiction à l'héroïne. Ou en tout cas, le trouble du spectre du PTSD est plus sévère quand on a des patients qui sont en phase 3, qui ont déjà eu un traitement, mais aussi chez les patients qui ont des addictions multiples. Autre observation intéressante, les sujets apparemment se stabilisent avec une dose supérieure de méthadone et leur syndrome de PTSD les symptômes pardon, de PTSD sont également réduits. On se demande quel va être le cut-off, c'est-à-dire la valeur limite, là où on fait la distinction entre les sujets qui ont ou n'ont pas un PTSD après un événement catastrophique. Si on regarde les archives des jeunes survivants après le tremblement de terre à L'Aquila en 2009. On a regardé cette cohorte de patients et on a regardé le cut-off qui est apparemment à 32, entre les survivants qui vont avoir un PTSD et ceux qui ne vont pas développer de PTSD. Et nous avons ici, sur la base de ce cut-off, on peut dire que chez ces personnes, même si, ils ne sont pas exposés on a pu mettre en évidence chez les usagers d'héroïne que même s'ils ne sont pas mis en relation avec un événement catastrophique, ils vont quand même développer un PTSD. Et vous avez ici un graphique qui montre la sévérité du spectre de PTSD chez les usagers de longue date d'héroïne. On voit que leur PTSD va être plus sévère que les sujets ayant développé un PTSD après le tremblement de terre. Donc il semblerait bien qu'il y ait une plus grande fréquence, une plus grande sévérité de développement du PTSD chez les usagers d'héroïne, donc une sévérité comparable que chez les survivants de catastrophes, même si les usagers d'héroïne ne sont à proprement parler pas confrontés à un événement aussi traumatisant qu'un tremblement de terre. Il y a un certain nombre de facteurs discriminants qui permettent quand même de faire la différence entre les survivants qui développent un PTSD et les usagers d'héroïne. À ce stade, il faut que je vous parle de l'inventaire qui comprend 17 points, qui est dérivé de l'instrument que l'on utilise pour le PTSD. Donc c'est un instrument élaborant ou en tout cas théorisant le PTSD chez les usagers de drogue. Et il y a là encore une notion de cut-off. Ça permet d'étudier la sensibilité au stress des patients abusant de l'héroïne et leur sensibilité au PTSD. L'école d'études du PTSD
a déjà mis en évidence un certain nombre de termes et a utilisé ce que l'on appelle la factorialisation du SCL 90 avec 5 dimensions psychopathologiques qui sont spécifiques aux usagers de drogue. Ce sont ces 5 facteurs que vous voyez ici dans le tableau en orange. De manière similaire, est-ce qu'on peut dire pour, l'approche multidimensionnelle de l'abus d'héroïne et un trouble du spectre PTSD? On se rend compte que les réactions sont différentes et les usagers d'héroïne ont une réaction, au stress qui est différente d'autres sujets souffrant d'autres pathologies, heu, psychotiques. Donc il n'y a pas forcément d'interaction et on a au contraire 2 classes. La première classe est celle où les sujets n'ont pas, de stress post-traumatique et l'autre, les sujets qui ont un stress post-traumatique. Ça permet de mettre en évidence une spécificité, du stress prothématique chez les usagers d'héroïne, avec des comportements qui sont très spécifiques à ces usagers d'héroïne. Vous avez ici les symptômes qui sont le plus fréquents chez les personnes ayant une addiction à l'héroïne. Il s'agit d'un certain nombre de comportements adaptatifs. Il y a certains qui sont communs à d'autres patients psychiatriques et d'autres qui sont spécifiques aux patients héroïnomanes. Vous avez ici différents symptômes qui sont spécifiques et d'autres qui sont communs. Récemment, on a mis en évidence les caractéristiques qui signent la sensibilité au stress des patients héroïnomanes euh, sous traitement agoniste aux opioïdes. Et il y a un lien entre la sensibilité au stress et les caractéristiques cliniques de l'addiction à l'héroïne. Nous avons mesuré la corrélation entre la sensibilité au stress et la gravité de l'addiction à l'héroïne et on a comparé les patients qui ont ou non une sensibilité accrue au stress. Autrement dit, les patients qui sont susceptibles d'avoir un trouble du spectre du PTSD. On a utilisé ce genre d'évaluation. Nous avons les résultats de cette étude. Tout d'abord, la corrélation entre un trouble de type PTSD et les caractéristiques du mésusage d'héroïne ou d'opioïdes. Vous voyez qu'il y a une étroite relation entre la sensibilité au stress et les conditions économiques. Ce qui est très intéressant aussi en termes de corrélation, c'est le status mental altéré et l'utilisation concomitante d'autres substances activant le schéma de la récompense. Ces corrélations démontrent qu'il y a un lien étroit entre le PTSD et certaines des caractéristiques typiques de l'addiction aux drogues. On voit aussi qu'il y a une association étroite entre la sensibilité au stress et l'existence d'une psychopathologie typique de l'abus de drogue, et ça on le voit grâce à une corrélation étroite entre différents items de la psychopathologie. Par ailleurs, plus le trouble de type PTSD est sévère, plus le bien-être rapporté par le patient est évidemment dans la partie basse de l'échelle. Les patients qui ont un trouble du spectre PTSD sont souvent plutôt des femmes, souvent d'un milieu social défavorisé. Et il y a aussi, bien sûr, un impact du statut mental détérioré, un impact aussi d'une mauvaise adaptation au milieu du travail. Et on voit aussi que chez ces patients qui ont un PTSD vont avoir une atteinte plus sévère au plan psychopathologique et ceux qui ont un comportement addictif plus marqué ont aussi un PTSD plus marqué, donc plus de psychopathologie
et un niveau diminué de bien-être suggestif tel qu'auto-rapporté. En conclusion, quand on a une sensibilité au stress auto-rapporté qui est plus élevée, on a une corrélation nette avec la dégradation du statut mental, la probabilité d'un polyusage de substances, des traitements au long cours qui vont être souvent plus sévères eux aussi, des syndromes psychopathologiques et un bien-être subjectif. Les patients abusant de substances sont le plus souvent des femmes avec un statut psychosocial détérioré. L'historique de l'addiction à l'héroïne est caractérisé par un statut mental détérioré au moment de l'entrée en traitement, une difficulté à l'adaptation au milieu du travail et aussi des problèmes avec la loi. On montre aussi un niveau plus élevé de psychopathologie et un bien-être subjectif moins bien perçu. Y a-t-il des implications cliniques? Nous pensons que oui, parce que lorsqu'on a un abus de substance, on sait que c'est un trouble chronique et on sait que le traitement en général, il va être limité dans le temps. C'est d'ailleurs une certitude. Et dans la pratique clinique, on n'a pas de standard biologique ou clinique qui permettent de dire quand on arrêter le traitement. Et dans ce contexte, il faudrait étudier la psychopathologie spécifique des patients, les comportements addictifs et la sensibilité au stress. Si on étudie ces trois éléments, on pourrait avoir des informations qui, en clinique, nous permettrait d'avoir un suivi plus étroit des patients pendant le traitement et après le traitement. Ça pourrait avoir la clé, ça permettrait d'avoir une bascule d'un traitement où on ne ferait qu'essayer de limiter les risques et les dommages et on passerait à vraiment un traitement qui serait véritablement personnalisé et adapté aux patients. On recommande de mettre en œuvre un traitement d'agonisme des opioïdes, mais ce traitement ne va pas cesser et ne va pas faire cesser les symptômes propres à la psychopathologie, surtout tant qu'on n'a pas non plus traité la sensibilité accrue au stress. Si on ne traite pas le stress, on ne fait que faire de la réduction de dommages. Alors c'est déjà très bien de faire de la réduction de dommages, mais on veut faire beaucoup plus. Merci beaucoup de votre attention. Thank you, Ikro, merci. Nous avons quelques minutes pour répondre aux questions des intervenants. Donc, pour résumer le craving avec Marc, qui a présenté un peu les modèles expérimentaux, et puis la comorbidité, état de stress post-traumatique et héroïne. Évidemment, je ne l'ai pas cité, mais vous savez que Ikro Mariamani est patron de la WAD, et donc c'est un sujet qu'il maîtrise particulièrement avec son équipe. Ça fait quelques années qu'ils écrivent là-dessus. Donc, ils sont à vous. Est-ce que vous avez des observations, des questions, des éclaircissements? On a quelques minutes pour ça. Présentez-vous, questions courtes, comme d'habitude. Les réponses le seront autant. Katia Hillel, je suis médecin sur la prison de la santé à Paris. Je voulais vous remercier pour votre intervention sur l'intrication PTSD et addiction. J'avais deux petites questions. La première, j'étais intéressée dans l'atelier précédent du repérage de la myrtazapine qui pourrait être intéressant dans dans le traitement, enfin dans la gestion du craving. On sait aujourd'hui que la myrtazapine est efficace dans les PTSD. Est-ce que l'efficacité sur le craving pourrait être liée à l'efficacité de la myrtazapine sur le PTSD ou directement sur la question du craving? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est plutôt une remarque. Sachant la vulnérabilité à développer une dépendance aux opiacés des personnes qui ont un PTSD, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de mettre en précaution d'emploi les antalgiques opioïdes chez ces personnes-là avec un repérage préalable des PTSD, sachant que ça peut être effectivement une vulnérabilité particulière? Marc, tu vas répondre. Oh, ouais, vas-y. Ouais. OK, parfait. OK. Si, c'est bon, elle est allée en chercher un.
peut peut-être commencer à répondre sur la partie craving, Marc, en attendant que. Mais Oh, Pour répondre Zubair. sur la partie craving, il faut d'abord répondre sur la Ah ben partie d'accord, ok, PTSD. bon. Alors, je ne comprends pas le français. Vous parlez très vite pour moi. Pour moi. Mirtazapine is an interesting medication because it's an La antidepressant. méthastatine est un médicament intéressant parce que c'est un sédatif anti-anxiété et il est bon spécialement quand il y a une forme apophorique et la forme hypophorique, c'est le point de partie du résultat de l'usage, du mésusage de drogue. Et en fait, à mon avis, c'est un agoniste du système opioïde, mais aussi c'est un sérotoninergique qui serait utile également pour traiter le stress post-traumatique lié à l'usage d'héroïne. Et rapidement sur le lien avec le craving, là, en fait, c'est un challenge fondamental sur ces liens, c'est-à-dire qui est un challenge phénoménologique et sémiologique. Parce que il y a beaucoup de données qui montrent que l'expérience précoce de stress, c'est un facteur de risque, de vulnérabilité pour l'ensemble des troubles mentaux et Ah les oui. addictions. Donc forcément, en cas de PTSD, qui est un trouble en lui-même, il y a par définition un stress. Donc, il y a cette vulnérabilité à développer d'autres addictions, enfin, ou d'autres troubles psychiatriques. Donc, voilà, qu'est-ce qui est, quelle est la part des choses? C'est encore à préciser. Et ce challenge en cas de co-consommation, les effets induits de l'intoxication et du sevrage des différentes substances qui peuvent induire des manifestations anxieuses et dépressives, alors du coup, on ne sait plus à quoi les rapporter, Ouais, ouais. à de la vulnérabilité liée au stress, à un PTSD contemporain ou un trouble anxieux ou de l'humeur contemporain, ou à une addiction. Et en cas de craving non repéré, non verbalisé, la conséquence expérientielle du craving, c'est d'expérimenter de l'anxiété et du désespoir. Donc, on a vite fait, c'est un peu l'enjeu des pathologies duelles, hein, c'est une espèce de magma un peu dégueu dans lequel on se prend les pieds. En effet, peut-être un mot là-dessus, puisqu'on en parlait juste un peu avant, sur cette, c'est vrai, sur cette notion de comorbidité, de pathologie duelle. L'effet, il y a un effet prise en charge lorsque on donne finalement n'importe quelle famille. Vous pouvez donner des antidépresseurs, même les nouveaux, des antipsychotiques. Il y aura un effet prise en charge sur le fait de prescrire, puis un effet clairement sur la pathologie ou bien le symptôme, plutôt le symptôme associé au craving, et forcément une amélioration du symptôme associé au craving, associé de fait une forme de fait le craving. Il y a moins de pression sur le craving. Alors, est-ce qu'il est spécifique? Je te laisse répondre, je pense que non. En revanche, avec un arsenal thérapeutique assez rikiki, bon, assez limité, on ne peut que prescrire ou qu'encourager ce type de prescription, évidemment, lorsque le symptôme le demande. OK. Bonjour, Pierre-Manuel Rosier, CH de Pau. Une affirmation pour remercier la THS pour son travail depuis des années. Le fait que les conférences soient vidéo diffusées, ça permet d'avoir des Covid moins longs et des trajets en train ou des gardes molles plus intéressantes et plus studieuses. Donc encore merci pour la diffusion des connaissances. Moi, c'est une expérience que je suis responsable d'un hôpital de jour d'addicto en T2A qui a ouvert il y a 4 ans avec tout le travail centré sur le craving avec de la thérapie ACT, du mindfulness, Oui. du travail de psychoéducation sur l'insight, sur le craving. Et on se retrouve avec une question sémiologique qui apparaît fondamentale. Quelle est la différence entre le craving et la dissociation? Puisque les patients en eux-mêmes, quand ils nous parlent de leur expérience subjective du craving, entre le point A, j'ai envie de consommer, et le point B, j'ai consommé, sur le plan de la thérapie, sur le plan de l'expression même de leur vécu, ils ont vraiment cette expérience du craving comme un épisode dissociatif
qu'on arrive à diminuer avec l'analtrexone pour l'alcool, avec un effet vraiment sur cette puissance, cette intensité. Et c'est vrai qu'on retrouve souvent l'association entre les adverse child out events et l'intensité de l'addiction. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous, la question de dissociation, phénomène dissociatif et craving, c'est quelque chose que vous entendez, qui vous semble cohérent ou ça apparaît une lubie? Merci pour la question. Alors, c'est une vraie question et j'ai pas la réponse parce que si on est à un niveau, il est là. Si on est à un niveau descriptif, oui, il y a une sorte de dissociation entre j'expérimente une envie, mais que je ne perçois pas adéquate à ce moment-là, mais de quelque chose que j'apprécie par ailleurs. Donc, je ne peux pas juste me dire je veux m'en débarrasser. Du coup, alors après, on a l'habitude de réserver le mot dissociation aux pathologies psychotiques, Oui. à la schizophrénie, donc à une chose très particulière. Et, or, c'est pas ça non plus. Donc, voilà, là, on est pris, là, on se prend les pieds avec les mots, Ouais. parce qu'on a des mots qui traditionnellement sont réservés et du coup perdent leur valeur purement descriptive parce qu'ils ont une valeur aussi par habitude étiologique. Et ça serait une erreur de dire, comme il a été dit à une époque, les addictions sont des sortes de troubles psychotiques. Ouais. Ouais, d'autant que la Voilà. dissociation, c'est un processus psychopathologique qui renvoie plutôt à la discordance dans le comportement. Donc, cela dit, quand les patients expérimentent, et c'est évidemment le point central de l'addicto, le craving, ils ont des mots, même les mots pour définir, même s'il manque, la manière de présenter le mot qui manque est une forme de définition du craving. J'ai quelque chose que je n'arrive pas à décrire, mais qui me pousse à. Donc, c'est souvent comme ça que les patients arrivent à nous faire ressentir. Bon, évidemment, cet état que Marc mesure régulièrement avec ses études. Je sais pas si... Et alors, on pourrait dire, d'un côté opérationnel, si on regarde les neuroleptiques, les antipsychotiques, ils ont, il y a eu plusieurs revues de la littérature là-dessus, ils ont un effet d'aggravation Bien sûr. plutôt des addictions, sauf la clozapine. Donc, c'est aussi un élément Bien pour sûr. penser qu'il y a vraiment enfin, structurellement, c'est pas la même chose. On va prendre une question pour rester dans les temps et ensuite, évidemment, tu prends la suite, Marc. S'il y a quelqu'un qui a un micro, yes? Short, please. Yes, thank you. Oui, merci. Merci de parler de traumatisme de PTSD. J'ai une question. Quand vous parlez de patients qui ont vécu un événement traumatisant quand ils étaient enfants, vous faites référence peut-être à des personnes plus âgées qui ont récemment fait l'expérience d'un trauma, par exemple des personnes réfugiées. Et puis, il y a d'autres cofacteurs qui peuvent aider aussi pour donner conseil, parce qu'on a travaillé auprès des réfugiés, on leur a montré des mécanismes d'adaptation. Oui. Oui. Alors, normalement, il y a le trauma avant l'addiction. Mais il y a aussi autre chose à laquelle faire attention. Il y a le moment post-addiction, parce que lors de la période post-addiction, eh bien, des patients qui n'ont pas eu de trauma lors de leur enfance peuvent avoir des réactions comme celles typiques du PTSD après l'addiction, post-addiction. Et si nous avons bien sûr la pré et la post-addiction, eh bien, c'est terrible alors. Et c'est pour cela, justement, que c'est tellement difficile de bloquer le traitement, justement pour des patients qui continuent à avoir ce type de symptomatologie post-traumatique, même quand ils ont arrêté l'usage de la substance. Parce que là, il y a quelque chose à l'intérieur, en fait. Mais le trauma est le détonateur, oui. Et alors, il faut le traitement, la pharmacologie, la psychothérapie, et tout va ensemble.
Micro, peut-être si vous voulez vous servir du récepteur. Dernière question. Ah, attendez, on arrête. Evan. Oui, merci. Je vais peut-être faire un commentaire très rapide sur le craving, Marc. Et oui, nous avons vu que récemment, la FDA a approuvé des guides pour l'approbation de médicaments pour l'usage de stimulants. Et ils n'acceptent pas le craving comme résultat, c'est-à-dire que la possibilité de développer des médicaments anti-craving est aujourd'hui plus lointaine que jamais parce que on nous dit en fait que le concept de craving en tant que tel, eh bien, que ça n'existe pas. Imaginez. Alors, à l'heure actuelle, nous sommes très préoccupés de ces guides qui établissent cela. En fait, aujourd'hui, enfin, n'importe qui partout dans le monde peut porter des commentaires par rapport à ce guide. Vous pouvez faire sur Google Craving Guide Stimulant. Et je vous invite à tous de présenter vos commentaires parce que c'est vraiment des nouvelles terribles pour notre domaine. Si le craving n'est pas accepté comme résultat, eh bien, à ce moment-là, nous ne pourrons jamais développer des traitements pour gérer le craving. Merci, Ivan. Dans les séries qui sont les tiers sur état stress post-traumatique et addiction, est-ce qu'on peut rapprocher aussi les éléments de type maltraitance précoce, notamment les maltraitances sexuelles? Parce qu'évidemment, la clinique rapporte beaucoup de ça. Est-ce que dans tes séries, tu as retrouvé des éléments de cette nature à Pise? When we studied Eh bien, quand nous avons étudié le spectre post-traumatique, nous avons tenté d'éliminer, d'écarter toutes les personnes avec du stress par le passé, en fait, dans l'enfance, par exemple les abus sexuels, ou alors des situations qui mettaient en danger leur vie. Et le post-traumatique se trouve chez des personnes qui n'ont pas vécu ce type de situation dans leur enfance. Merci, merci. Je vous invite à rester puisque Marc va prendre la suite pour le symposium qu'il va chairer là tout de suite. Merci beaucoup.